Alors bonjour à toutes et tous. Ce matin, on va pratiquer, donc ce matin, plus tard pour vous si vous reprenez la vidéo en replay, on va pratiquer sur le ventre, à propos du ventre. Je rappelle que cette séance et la précédente sont improvisées, c'est-à-dire que j'y pense rapidement la veille et le matin sans avoir préparé la séance physiquement, dans le corps. Donc ça veut dire une pratique moins structurée. Euh, voilà, moins efficace peut-être, mais le but cherché ici, l'objectif visé, c'est une continuité dans la pratique sur plusieurs jours, plusieurs matinées. Donc en ce qui concerne Facebook, lundi, mardi, jeudi et vendredi du mois d'avril, on doit être le 20, aujourd'hui avril. Et pareil sur YouTube, j'essaie de remettre la vidéo dès l'après-midi. Euh, Alors le ventre, j'y réfléchissais, c'est toujours intéressant de revenir sur des thèmes ou des postures. Et ce qui me venait en premier à propos du ventre, c'est plusieurs choses. C'est le lieu émotionnel. Et je vous le dis tout de suite, il y a une chose à retenir de cette séance, c'est en termes de stress et de stress attendu. Je dois rencontrer mon chef de service. Je sais que c'est pas très amical, qu'il y a des pressions et je vais pas pouvoir m'exprimer comme je le souhaite puisque c'est mon chef. On sait bien que les chefs ont toujours raison. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je vais pouvoir dire les choses de manière tempérée, me faire entendre? Eh bien, j'arrive avec du stress et tout se passe mal, je peux pas dire les choses. Alors, dans ce moment-là, à ce moment-là, il est opportun d'écouter ce qui se passe avec le ventre. Et je ne parle pas de choses métaphysiques, mais de choses très concrètes. Est-ce que le ventre est serré? Est-ce que je retiens ou est-ce que je relâche? Vous observerez dans des situations réelles et difficiles qui vous arrivent, qui occasionnent un stress mental et donc une conséquence corporelle. Si votre ventre est serré, vous n'allez pas pouvoir vous libérer de votre émotion de stress. À ce moment, il suffit vraiment de détendre le ventre, la sangle abdominale complètement, et vous allez voir que ça change tout. C'est vraiment extraordinaire. C'est pas quelque chose de magique. C'est en lien avec plusieurs mécaniques, aspects physiologiques, corporels et mentaux. Je rentre pas dans le détail simplement parce que je n'y ai pas réfléchi avant, mais on pourrait certainement théoriser, c'est-à-dire construire intellectuellement le propos. Ensuite, et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est les deux cavités, que sont le ventre et la poitrine. Alors, il y a une cavité qui se remplit, se vide rapidement, c'est la poitrine, et on n'est pas encombré par une inspiration, puisqu'elle est suivie d'une expiration. En revanche, quand on mange, on remplit assez rapidement la panse. On peut remplir le ventre en 30 minutes, grosso modo, le temps d'un repas pas trop accéléré, pas trop long non plus. On peut remplir copieusement l'estomac en 30 minutes. Et après, il va falloir beaucoup de temps pour digérer. Ça dépend bien sûr des aliments. Mais on va dire entre 4 et 6 heures. 4 et 6 heures arrive plus ou moins le repas du soir et on remplit à nouveau la panse. Ce qui fait qu'on peut se retrouver sans cesse avec un ventre plein. Et un ventre plein, c'est une interaction bien sûr avec la poitrine, donc les poumons, et un ventre plein empêche de respirer. On a le diaphragme qui est là, vous vous souvenez de cette séance sur le diaphragme. Et si le ventre est plein, le diaphragme ne va pas pouvoir descendre, et donc les poumons ils ne vont pas pouvoir se remplir. Quand on sait que dans notre pratique de yoga, et d'une manière générale, la respiration, c'est ce qui permet d'accéder au prana, à l'énergie, que l'énergie permet de nous faire toucher à l'état de conscience. Il y a un lien direct entre l'énergie, donc la respiration, et la conscience, c'est-à-dire un état de paix et de sérénité. Quand l'estomac est plein, c'est compliqué. Alors, je le prends au plan énergétique, on peut le prendre au plan physiologique. Le diaphragme, la course du diaphragme, plus elle est ample, plus elle va masser le plexus solaire, et le ventre, c'est aussi ça, c'est aussi le plexus solaire. Le plexus solaire qui est concrètement
une multitude de nerfs, de filaments nerveux qui sont dans cette zone-là et qui vont agir sur ce qu'on appelle le système nerveux autonome. C'est-à-dire le système nerveux autonome, qui déclenche les mécanismes d'accélération ou de freinage. C'est un peu trivial de le dire comme ça, mais je crois que c'est explicite. Quand on est sur le freinage, au niveau du système nerveux autonome, il y a tout l'être qui s'apaise. Le corps, la physiologie, donc au niveau hormonal, et puis le mental. Et donc du coup, on commence à comprendre qu'un estomac un peu moins plein amène un plus grand apaisement. Un estomac plein et perpétuellement plein, c'est pas un apaisement qu'il amène, c'est un endormissement. Donc on commence à voir comment on peut réguler cette histoire de ventre. C'est une bonne motivation pour manger moins en fait. Et je le dis en connaissance de cause, hein. Je fais l'expérience, surtout en cette période de confinement, de manger plus que de raison. Puis c'est un cercle vicieux, puisque plus on mange, plus le mental a faim. Le ventre peut avoir faim, mais ça passe assez vite en fait, cette histoire de faim. Il suffit de boire un verre d'eau par exemple, et au bout d'un quart d'heure, on ne pense plus avoir faim. Donc c'est vrai, moi je pense que c'est vraiment le mental qui a faim. On a besoin d'être rempli. Vous savez, un peu comme les Américains. Il paraît que c'est la maladie des Américains des États-Unis qui ne mangent pas, qui se remplissent. Il y a une histoire comme ça. Qu'est-ce qui m'est venu ensuite? Donc, cette interaction entre ventre et poitrine, ça c'est très très intéressant. Le ventre aussi, délimité avec le périnée en bas et puis le diaphragme en haut. J'ai parlé du diaphragme. Donc le ventre, c'est encore le périnée. Moi, je le vois comme ça. Donc un périnée solide, c'est quelque chose qui va pouvoir contenir, donc musculairement solide, c'est quelque chose qui va pouvoir contenir toute la masse abdominale. Et puis j'ai parlé de nourriture, et bien sûr j'ai parlé d'estomac, et puis j'ai parlé de l'intestin. L'intestin, s'il est plein, si on est tout le temps en train de digérer, parce que c'est ça aussi la digestion, hein, c'est le travail du péristaltisme, c'est-à-dire de la contraction de l'intestin qui va faire avancer les matières à évacuer. Donc, côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant. Ça aussi, ça fait partie du ventre. Et on va le voir. D'ailleurs, je ne l'avais pas prévu dans la séance. Vous voyez, en vous en parlant, on va être obligé de pratiquer la posture du fœtus, où on a les genoux ramenés sur la poitrine, obligé d'une certaine manière pour expérimenter, ressentir ça. Deux dernières choses. Le ventre a toujours été considéré, culturellement considéré en Asie comme un moyen d'agir, notamment par rapport au hara ou dantian en chinois, hara japonais, dantian chinois. C'est-à-dire quelque chose où l'intellect s'efface au profit d'une pensée de l'action, si on peut dire. Et puis récemment, on a découvert qu'il y avait des neurones dans le ventre, et je crois que c'est dans l'intestin. On a découvert pas mal de neurones, et puis aussi bien sûr au niveau du plexus solaire. Et donc on comprend que cette zone-là, le ventre, puisse prendre le relais d'une action-réflexion, d'une réflexion-action, qui est beaucoup plus rapide, qui ne passe pas par la symbolisation, les mots, les représentations, etc. Donc si on se débarrasse d'un ventre trop plein, on va pouvoir être plus réactif avec le ventre. Et puis si on se débarrasse d'une pensée trop pleine, alors là c'est intéressant. On fait une connexion entre ce qu'il pense et ce qu'il digère ou ce qui permet d'agir. Vous voyez, on passe du penseur à l'observateur par exemple, et puis on passe de la digestion à l'action. Donc on voit qu'avec un même lieu corporel, organe au sens large, on va pouvoir passer d'un point de vue à un autre. On va changer de paradigme, changer de point de vue et de représentation de soi et du monde. Alors, on va loin là dans les histoires. Parlant de tout l'environnement, bien sûr, je ne parle pas de l'essentiel, qui vous intéressera certainement. Ce sont les muscles abdominaux. On a là deux grands droits, donc qui s'attachent au niveau du sternum et qui vont s'accrocher à la symphyse pubienne. Voilà. Et puis on a les muscles transverses, il y en a deux couches, je crois, je n'ai pas révisé, qui tapissent les côtés, qui vont s'attacher au grand droit, et puis qui vont jusque dans le dos. Donc le ventre, c'est aussi le dos, et ça c'est une chose importante.
Le ventre, c'est le dos. Donc si je travaille les abdominaux, il va falloir que je travaille à l'arrière parce qu'il y a les muscles agonistes, donc les abdominaux qui travaillent, et antagonistes, les muscles lombaires qui vont réagir. Donc si les abdominaux se tendent, eh bien les lombaires vont suivre. Donc il va falloir étirer et détendre et muscler les lombaires à la suite pour que ça soit égalisé. Et puis une dernière chose, toute dernière chose, je ne pensais pas parler aussi longtemps. Le ventre, c'est une tonification abdominale, mais c'est aussi une souplesse abdominale. Ça, c'est très important. Et on le verra dans un dernier exercice qui s'appelle Kapalabhati, Pranayama, un exercice de souffle où je vide les poumons en contractant très brutalement le ventre. Et puis je laisse plus longuement l'inspiration se faire, et c'est-à-dire le ventre se déployer. Et je pense que c'est très important dans la pratique de Kapalabhati qui n'est pas toujours comprise de ce point de vue-là. On y va, j'enlève mon pull. Donc on va commencer par des choses très classiques, et puis on va pratiquer des kriyas, 4 kriyas du ventre, poumon vide, poumon plein. Donc c'est souvent d'ailleurs quand on travaille les choses à propos du ventre, dans ce domaine-là, que les poumons sont pleins ou vides. Et donc je rappelle, si vous avez des problèmes cardiaques, quels qu'ils soient, vraiment quels qu'ils soient, ne pratiquez pas les rétentions d'air, les rétentions poumon plein ou poumon vide. Pourquoi? Parce que ça produit un impact fort sur le cœur et c'est pas bon, c'est dommageable. Je suis désolé, mais on m'a pas appris, je connais pas, j'ai pas compris non plus, ni appris ni compris comment on pouvait pratiquer poumon plein, poumon vide quand on avait des problèmes cardiaques. Je crois que ça peut se faire, mais je connais pas la technique, je connais pas la limite, donc je peux pas vous la transmettre. Voilà, c'est parti, on commence immédiatement. Alors, on va se retrouver. Et donc là, j'improvise. On se retrouve sur le dos, en Shavasana, conscience du corps en contact avec le sol. Qu'est-ce qui se dépose au sol? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui coince? Sans jugement. On essaye de garder un esprit équanime, c'est-à-dire sans fluctuation, égal à lui-même, quel que soit ce qu'on rencontre par l'observation. Que ça vous paraisse plaisant ou déplaisant. Et au bout d'un moment, c'est égal, ce n'est plus ni plaisant ni déplaisant, c'est juste un fait objectif, concret. Je vais dire un fait concret plus qu'objectif. La part de subjectivité est importante. Puis, tout simplement, alors, vous regardez juste un instant dans ma direction, vous allez voir, c'est très simple. Inspire, les 2 bras partent au-delà de la tête en passant par le ciel. Expire, on revient par le ciel le long du corps. Et voilà, simplement, vous pouvez commencer la pratique. On essaye de synchroniser le mouvement des bras avec le souffle. Qu'est-ce qui va m'intéresser dans la pratique? C'est cette mise en lien immédiate entre le ventre et la poitrine, ou tout le long de la colonne vertébrale. L'inspiration, on la sent peut-être remonter dans la colonne vertébrale jusqu'à l'arrière du crâne, et l'expiration, on la sent peut-être redescendre de l'arrière du crâne jusque dans le coccyx. On peut le voir autrement. L'inspire passe du ventre qui tend à se gonfler un petit peu, puis au poumon qui se gonfle, et l'expiration fait chemin inverse. On a 2 cavités, poumon-ventre ou poitrine-ventre. On continue encore un petit peu cet exercice. Essayez de rester attentif, observateur.
déposer les mains, les bras le long du corps, paume des mains tournées vers le ciel. Un petit temps d'arrêt ici. Une pause yogique. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Je vous propose de ramener les plantes de pied en direction des fessiers, bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Alors, on a vu, c'est marrant, on a travaillé hier sur les pieds, donc ça tombe bien, sur sur l'histoire des pieds, donc du coup forcément l'ancrage. Et vous, maintenant, avez l'habitude, mais si vous relâchez les muscles des jambes qui ne servent pas à la posture, eh bien il y a la bascule du bassin. Et la bascule du bassin, c'est coller le creux lombaire au sol. Si on relâche la pression des pieds au sol, alors on va essayer, puisqu'on est sur le ventre, le creux lombaire va décoller du sol, là je peux passer la main, vous pratiquez en même temps que moi, et puis vous essayez d'écouter la respiration, où elle se situe dans le corps. Je crois qu'on peut prendre conscience rapidement qu'elle se situe dans le ventre. Si je reviens à cette détente des jambes qui fait que les pieds s'enfoncent dans le sol, c'est une image bien entendu, le creux lombaire revient en contact avec le sol, et la respiration devient yogique complète. Yogique complète, ça veut dire qu'elle remonte du bas vers le haut, et on sent bien le ventre, engagé dans la respiration, puis les côtes flottantes qui décollent sur les côtés, et la poitrine ensuite elle-même engagée dans la respiration, dans l'inspiration. Bon. Alors, on se retrouve avec les bras en croix ou entrecroisés derrière le crâne. Inspiration, conscience des tensions. Expiration, j'essaie de relâcher les tensions au sol. Comme tout à l'heure, les pieds s'enfonçaient dans le sol, maintenant c'est tout l'arrière du corps qui s'enfonce dans le sol, qui pèse au sol. Quand c'est le moment pour moi, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Inspire, je remonte, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Et nous allons installer les genoux à droite, le visage à gauche, se mettre à l'écoute du souffle dans la posture. Où est-ce que ça respire? Sur l'inspiration, conscience de mes tensions corporelles. Et sur l'expiration, j'essaie de relâcher ces tensions corporelles. De ce point de vue-là, la posture immobile est en mouvement. Plus je lâche prise, plus le corps se transforme, se pose différemment au sol.
remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genoux à gauche, visage à droite. Je vais remonter sur une inspiration, genoux, visage de face. Comme à l'habitude, j'attrape mon crâne dans les mains, doigts en direction de la nuque, je soulève la tête, je bouge les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale, puis je vais redérouler la colonne, les épaules, l'arrière du crâne. Les bras qui reviennent le long du corps. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. On va ramener les plantes de pied en direction des fessiers. Ramener les genoux sur la poitrine, attraper un genou dans chaque main, poser la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche, donc du côté du tibia, hein, les doigts en direction du nombril, les gros orteils en contact pour l'instant, et je laisse s'ouvrir les genoux. Puis je relâche le contact des gros orteils. Alors, prenez conscience de la jambe droite, la cuisse droite est juste au-dessus du côlon ascendant. La cuisse gauche, maintenant, la cuisse gauche est juste au-dessus du côlon descendant, et entre les deux, vers le haut, vers le diaphragme, il y a le côlon transverse. Le péristaltisme, c'est-à-dire le sens d'évacuation des déchets, se fait en remontant par la droite, en passant de la droite vers la gauche, puis en redescendant vers la gauche. Alors, le nom de la posture fait directement allusion, Pavanmuktasana, directement allusion à l'évacuation des gaz abdominaux. Donc là, on a un exercice, une pratique, une posture qui va agir directement sur le ventre. Tant qu'on n'est pas encore avec les cuisses sur la poitrine, on peut prendre conscience d'une respiration très basse dans le petit bassin qui pousse sur les hanches, ça détend les hanches, mais qui pousse aussi sur le périnée. Hein. C'est vraiment une respiration du bas-ventre. En prendre conscience, c'est mieux délimiter l'espace du ventre. On comprendra que le ventre, c'est un espace dont on peut avoir une représentation constituée d'un nombre d'éléments successifs. Le ventre est une complexité, si l'on peut dire. Et puis quand on se sent prêt, on va commencer à tirer un petit peu sur les genoux, laisser aussi peser les bras, il faut que les épaules soient basses pour que les mains pèsent. Et là, on retrouve une respiration yogique complète qui passe du ventre à la poitrine.
puisse continuer de descendre. Et là, la pression va s'exercer sur le côlon ascendant à droite, côlon descendant à gauche. On va pouvoir mettre les genoux dans le creux des coudes, les doigts en direction du nombril. La respiration est toujours yogique complète, mais c'est un peu comme une vague d'inspiration qui descend d'abord vers le périnée pour remonter dans le haut du dos ensuite. Expiration redescendant ou permettant de déposer tout le dos en même temps. Et puis quand vous voulez, vous reposez les plantes des pieds au sol et vous vous allongez. Alors, excusez-moi, je vais être très trivial, mais s'il y a un gaz qui vient, là c'est pratique, on est chez soi, on peut le libérer, et en effet, ça libère du volume dans le ventre, et on l'a compris, libérant du volume dans le ventre, on va être plus à l'aise au niveau du ventre, et puis on va être aussi plus à l'aise au niveau de la poitrine. Moins il y a de masse dans le ventre, plus la poitrine, avec le diaphragme, est à l'aise. Alors on se retrouve au sol, le creux lombaire est un peu plus collé au sol maintenant. Et donc la respiration plus naturellement complète, bien sûr, si on la laisse prendre tout son essor. Sinon elle va rester tranquillement dans le ventre. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va tonifier une première fois les abdominaux. C'est l'idée de la pratique aujourd'hui, c'est ce qui était demandé. Et donc, tout simplement, avec cette pratique dont on n'attendrait pas un effet de contraction et de tonification abdominale, c'est ça. On pratique régulièrement. Je soulève la tête et je regarde mon nombril. Et le ventre va se mettre à trembler. Tout le corps est détendu, sauf la nuque, bien sûr, qui travaille. Là, il y a un système de pompe. L'inspiration est plus dans le ventre, tandis que l'expiration est plus dans le haut du dos et la nuque, ce qui permet de regarder un peu plus le nombril. Et on va se redéposer comme ça. Alors, on va certainement ressentir la tonification abdominale, et puis aussi le creux lombaire qui a décollé du sol. N'hésitez pas à passer les doigts à la main, alors que tout à l'heure, à l'instant, là, c'était bien plaqué au sol, maintenant, tac. Alors, on parle de muscles agonistes, ça pourrait être l'inverse. Hein. Les muscles agonistes, c'est les muscles qui travaillent ou qui viennent de travailler, et les muscles antagonistes, ce sont ceux à l'opposé du corps, qui ont réagi à ce travail des muscles qui ont travaillé en fait. Ça pourrait être l'inverse, je pourrais avoir travaillé mes lombaires et donc les lombaires seraient agonistes et les muscles abdominaux antagonistes.
On peut à nouveau s'étirer si on le souhaite. Et puis on va avoir une deuxième pratique de contraction abdominale. Alors, pour travailler les abdominaux, et là on est sur les grands droits, on était sur les transverses un petit peu en ayant levé la tête, il y a un peu tout qui travaillait. Mais pour travailler les abdominaux, d'une manière générale, il faut avoir le creux lombaire collé au sol. Hein. Vous vous souvenez de ces exercices-là qu'on a fait dans les années 70? Ça, c'est pas bon du tout. On se fait mal au dos. Alors, pratique très simple et très efficace qu'on va aborder ensemble. Cette pratique-là, d'expérience, vous pouvez la faire régulièrement. Quand on arrive à 21 respirations, j'avais compté les respirations, on peut dire que la tonification abdominale est installée. C'est à peu près certain, en tout cas c'était mon cas. Si c'est différent pour vous, vous me le direz. Et ensuite, il n'y a plus qu'à y revenir de temps en temps dans l'année. C'est ça qui m'avait surpris, c'est que une fois que les abdominaux sont toniques, musclés, on va dire, eh bien, suffisamment, il y a un cap à passer, eh bien, il n'y a plus à revenir souvent. Si je prends un autre exemple comme l'étirement des jambes, si je n'étire pas mes jambes dans la semaine, après il va falloir que je reprenne l'étirement et c'est toujours compliqué. Ça revient vite à la normale, parce que la normale pour moi, c'est les jambes qui ont du mal à s'étirer. Alors, j'entrecroise les doigts, sauf les index qui pointent. J'ai ramené les plantes de pied en direction des fessiers, genoux écartés. J'inspire ici, je vais laisser tomber les bras entre les genoux, les mains entre les genoux, le poids des bras redressé le haut du corps, je regarde mon nombril et puis je tire sur les mains. Et là, ça va trembler, c'est normal. Ce sont les muscles qui travaillent. Le creux lombaire est bien collé au sol. Et on va essayer de compter quelques respirations. On doit être à 2 là. 3 maintenant. Voilà, j'ai compté 21 respirations. Si vous vous êtes arrêté avant, vous avez bien fait. Il faut s'écouter et progresser régulièrement. Alors, on va faire rouler un petit peu la tête à droite et à gauche pour libérer les cervicales. Et à ce moment-là, le grand droit, on le ressent bien quand on respire. Hein. On imagine la bande, les 2 bandes des grands droits qui vont de la symphyse pubienne au sternum. Et puis, si vous souhaitez, on va pouvoir s'étirer, bâiller, soupirer. On va pratiquer le demi-pont, pardon, en guise de contre-pose. C'est-à-dire que là, le creux lombaire est quand même pas mal décollé du sol, et on va tonifier donc le bas du dos. Et puis vous allez voir cette interaction dans l'inspiration entre le ventre à l'avant et puis le dos à l'arrière. On va sur les inspirations remonter le ventre le plus haut possible, tandis que les expirations vont nous permettre, qui sont à ce niveau-là, de bien plaquer le haut du dos, les épaules, l'arrière du crâne avec la nuque étirée, le menton qui va venir contre la poitrine. Et donc il va avoir un système de pompe comme ça. Plus je m'enfonce dans le sol avec le haut du dos, plus le ventre va pouvoir grimper vers le ciel avec cet enracinement des pieds. Ça tombe très bien qu'on ait eu la séance sur les pieds avant.
Et donc là, ce que je vous propose d'observer, de regarder, c'est cette interaction ventre-bas du dos. Le ventre, c'est aussi le bas du dos. On peut le dire comme ça. Le bas du dos, c'est aussi le ventre. Hein. On pense rarement à ça. Et du coup, ça va ouvrir votre champ de perception d'une réalité corporelle. Bien sûr que ça dépasse le corps. Hein. On est toujours dans la pratique du Hatha Yoga. Mais déjà, cette interaction-là est très intéressante pour, vous savez, comme quand on fait des gammes au piano. Même si on n'en a jamais fait, on imagine que plus on va faire de gammes, plus les doigts vont être agiles, et puis plus l'oreille va être agile parce qu'on va mettre des notes différentes à chaque fois qui vont sonner, qui vont donner une autre couleur. Et bien là, pareil, on prend conscience du ventre. Ah, il y a les abdominaux, ok, pas de problème. Il y a des choses dans le ventre. Ah, c'est intéressant. Il y a une interaction avec les poumons et la poitrine. Ah, c'est intéressant. Il y a une interaction avec le dos, bas du dos. Et voilà. Et donc, du coup, on va avoir une idée de plus en plus large et en même temps précise de ce que pourrait être le ventre. Alors, je ramène les deux pieds, on y va ensemble si vous voulez bien. On connaît la posture, en direction des fessiers. J'ai attrapé mes chevilles si tout va bien. Les pieds sont écartés plus larges que les hanches. Parallèles, je les relâche à un moment donné. Si les pieds repartent, il n'y a pas de problème. S'ils se mettent un petit peu en canard, c'est pas super pour les articulations, notamment des genoux et des hanches, et voire des chevilles, mais c'est pas grave, ça, du moment que ça tient. Et puis, les bras sont le long du corps, on y va ensemble. Inspire, je soulève le bassin, le ventre peut-être. J'écoute la colonne vertébrale. Où est-ce que ça coince? Ben là, ça coince. Donc, expiration, je redescends la colonne vertébrale en laissant les bras au-delà de la tête ou sur les côtés. Je bascule le bassin pour poser d'abord le creux lombaire, puis ensuite laisser aller les fesses. Je remonte immédiatement avec l'inspiration. Toujours conscience de la colonne vertébrale. Peut-être qu'elle s'est libérée là où elle était coincée un petit peu. Ouais, ça va. Je vais un peu plus loin. Expiration, je déroule à nouveau. N'oubliez pas de basculer le bassin pour que le creux lombaire revienne au sol avant les fesses. Puis je repars comme ça avec l'inspire. C'est comme une vague qui va et vient. Jusqu'à ce que ma colonne vertébrale soit suffisamment libérée pour m'installer dans la posture. Continue à faire des vagues, des allers-retours si c'est nécessaire. Et moi je donne le déroulement pour la suite. Quand je serai installé dans la posture, je vais prendre conscience d'une inspiration qui est dans le ventre et qui me permet de pousser le ventre et le bas-ventre vers le ciel. Ça pousse dans le bas du dos en même temps. Et l'expiration, je la relâche bien les épaules, l'arrière du crâne, le haut du dos. Puis je vais redérouler la colonne vertébrale sur des expirations. Inspiration dans l'immobilité. Expiration deuxième, un autre morceau de colonne vertébrale, plusieurs vertèbres. Je bascule le bassin pour préparer le creux lombaire. Inspiration dans l'immobilité. Expiration, je dépose le bas du dos, puis je laisse aller les fesses. J'inspire dans l'immobilité. Expiration, je ramène tranquillement les bras coude plié pour protéger mes épaules. Et je m'allonge. Et là, on observera certainement dans les effets que le creux lombaire est venu en contact avec le sol. Donc, on a bien pu faire expérience de ce ventre élargi, si on peut dire, élargi au bas du dos. Et on voit bien qu'il y a une interaction et qu'on ne peut pas
penser le ventre sans penser le bas du dos. C'est vraiment une chose à comprendre aujourd'hui, hein. Ça fonctionne ensemble, comme le reste fonctionne ensemble. On prend avec ces petites séances, comme hier avec les pieds, conscience qu'en fait, une chose existe. Donc exister, ça veut dire en français être à l'extérieur, hein. S'exprimer à l'extérieur, c'est pareil. Une chose existe corporellement euh, dans son environnement. Mais chaque chose existe, à mon avis, aussi en lien avec le reste. Soi-même, ce qu'on appelle soi-même, notre ego, Yann, je m'appelle Yann, il existe par rapport aux autres, dans la relation aux autres, avec le regard renvoyé par les autres. Et donc ce regard-là n'est pas toujours conforme à ce que j'attends. Je pense que c'est pareil pour tout le monde un petit peu. Et du coup, il y a le remède du yoga, c'est-à-dire l'intériorisation. Et là, il se passe autre chose avec la conscience qui crée des liens encore plus vastes, un tout encore plus vaste. Et voilà, ça me paraît intéressant. Alors, on va enchaîner. Pratique du nombril, Nabiyasana. Pour les Indiens, ils ont remarqué que le nombril n'est pas toujours à la bonne place. Et la bonne place, donc, c'est au centre. Comment on perçoit le centre? En mesurant du téton au nombril et de l'autre téton au nombril. S'il y a la même distance, ça veut dire que le nombril est au centre. Alors, j'ai dit ça à des femmes, des élèves, qui m'ont dit oui, mais les femmes, nous, on a un sein plus fort que l'autre, souvent, et donc il n'y aura pas forcément la même distance. Alors là, c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça. Je suppose que cet exercice-là de mesure a été fait par des hommes, tout simplement, hein. Je pense qu'ils n'ont pas pensé aux femmes sur ce coup-là. Alors, la pratique est très simple, on va l'enchaîner ensemble, on va la produire ensemble. Déjà, on va prendre conscience du nombril. Vous n'hésitez pas à mettre un doigt ou deux sur le nombril, d'en prendre conscience. Sinon, si vous pouvez le ressentir sans passer par l'usage des mains, c'est très bien. On peut prendre d'ailleurs conscience de la respiration qui soulève le nombril et qui le creuse, hein. On est déjà dans un exercice de pranayama ou de kundalini sur Manipura Chakra. Et puis on va envoyer les bras au-delà de la tête, soulever la tête, regardez le nombril. Alors les mains ne sont pas collées au sol, elles sont légèrement décollées au sol. Les pieds aussi légèrement décollés du sol. On regarde le nombril et on tend tout le corps. On respire bien sûr, hein. On contracte tout le corps. Et on va relâcher. Restez présent au nombril. Deuxième Nabiyasana, il y en a un deuxième. Alors, à peu près la même chose. Je soulève la tête, je regarde mon nombril. Là, les jambes, je vais les soulever un peu plus haut. Je tends toujours les pieds. Les mains qui se tendent vers les genoux et je contracte tout le corps. Et je me repose au sol. Toujours conscience du nombril. Et si vous souhaitez,
On peut s'étirer, bâiller, soupirer. Maintenant, on va pratiquer 4 kriyas. Kriya, ça veut dire action. Et dès qu'on entend le mot kriya, comme quand on entend le mot mudra, vous êtes assuré qu'il s'agit d'un exercice qui vise plus particulièrement le corps énergétique. Asana, ça va viser le corps physique, bien qu'on ait vu qu'il y a des implications à tous les niveaux, forcément. On peut convoquer de l'énergie juste avec une pratique posturale d'asana. Là, c'est un peu la même chose. On convoque l'énergie, mais on peut aussi convoquer le corps physique avec le kriya et le mudra. Alors, je rappelle, là, on va pratiquer d'abord poumon vide, puis ensuite poumon plein, avec des rétentions. C'est-à-dire qu'on arrête de respirer pendant un instant. Dès qu'on a besoin, bien sûr, on réinspire ou on vide ses poumons quand ce sera poumon plein. La pratique est très simple, je vous l'explique et puis on pratique ensemble. Donc ce qu'il faut c'est, déjà vous pouvez vous allonger, vous allez voir, vous ramenez les plantes de pied en direction des fessiers, les 2 premières kriyas se pratiquent comme ça, on videra ses poumons et on va simplement pour la première kriya creuser le ventre. Et puis quand on aura besoin d'inspirer, on relâche le ventre et on inspire. On va pratiquer ça quelques fois. Dans la deuxième kriya, pareil, on vide les poumons et là on ballottera, on gonflera le ventre et on le creusera. Aussi rapidement que possible, mais sans comment dire, raccourcir la pratique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je gonfle le ventre le plus possible et que je le creuse le plus possible. Bon. Donc ce que vous pouvez faire si vous ne pouvez pas produire des rétentions poumons pleins ou vides, vous pouvez le faire en respirant. Puisque je viens de le faire en parlant, si je parle, je respire, forcément, il y a de l'air qui passe, et donc du coup, à mon avis, vous pouvez essayer ça. Hein. Alors, on a les bras le long du corps, on va inspirer, moi j'inspire toujours avant d'avoir une pratique de rétention poumon plein, parce que ça me rassure. Alors, j'inspire, là je me sens bien vivant, tout va bien, j'expire, je vais bloquer le souffle et creuser le ventre. Puis inspire quand j'ai besoin. Si je me sens un petit peu étouffé, je prends le temps de respirer, 1 ou 2 respirations, sinon j'y retourne immédiatement, j'expire et je creuse à nouveau le ventre. Inspire quand c'est nécessaire et expire, j'y retourne. Prenez le temps de respirer un petit peu avant de pratiquer la deuxième prière. Donc là, même chose, on va être poumon vide et on va gonfler le ventre, le creuser. Alors, assez rapidement, relativement rapidement, je trouve pas le terme, ne gâchez pas la pratique, c'est pas le bon terme. Non, ne soyez pas au détriment d'une bonne pratique, voilà. Si vous voulez trop accélérer, donc il faut une accélération, mais qui prenne en compte ce gonflement du ventre et puis ce creusement du ventre. Hein. Ça va être vraiment un travail musculaire. Alors on y va, j'inspire ici, j'expire, rétention poumon vide. Quand j'ai besoin, j'inspire. Puis j'y retourne une deuxième fois.
Et une troisième. Quand vous avez pratiqué une troisième fois, allongez-vous tranquillement. Restez présent au ventre. Alors, après Nabiyasana et puis après ces deux kriyas, on prend peut-être plus conscience du nombril qui monte et qui descend. Cette conscience du nombril ou du ventre qui monte et qui descend pendant la respiration, ça s'appelle une pratique d'ancrage. Une pratique d'ancrage, c'est-à-dire quelque chose qui nous ancre au sol, nous rend mentalement plus apaisés, parce que plus fort intérieurement. C'est le genre de pratique que vous pouvez avoir quand vous avez des difficultés à vous endormir, par exemple. Mettre simplement une main sur le ventre et puis prendre conscience de cette respiration, de cette pratique d'ancrage. C'est aussi une pratique que vous pouvez faire avec vos enfants ou petits-enfants. Un peu de stress, un peu d'angoisse. Vous savez, au moment de l'endormissement, quand on va leur faire un bisou avant la nuit, eh bien, posez tranquillement, en leur expliquant, bien entendu, la main sur le ventre, et puis leur demander d'écouter le souffle. Et ça vraiment, ça leur permet de se retrouver à l'intérieur, cet espace d'apaisement, et donc d'ancrage. Ça fonctionne ensemble. Alors, troisième kriya, on va joindre les pieds. Hein, les jambes sont allongées, vous voyez la différence. On essaie de coller le creux lombaire. Alors, il faut que je prenne un petit peu le temps d'expliquer. On va être poumon plein cette fois-ci pour les deux dernières kriyas, et on va contracter les abdominaux. Mais pendant qu'on les contracte, vous pouvez peut-être essayer avec moi, on va pousser aussi le ventre vers le ciel. Ce qui fait qu'à la fois le ventre est plat parce qu'on contracte, mais on ne creuse pas le ventre. On pousse. Et à ce moment-là, vous allez voir le rapport entre le ventre et le dos, le bas du dos. Le creux lombaire va venir plus en contact encore avec le sol. Et là, ça devient évident, on fait expérience de cette interaction ou d'un ventre élargi au dos, au bas du dos, hein, ou un bas du dos élargi dans le ventre. Il y a encore cette histoire de dualité et puis d'union. Vous savez hein, que c'est ça le cœur de la pratique. Alors, on est bras le long du corps, on a joint les pieds et les jambes, on peut tirer sur les orteils, à vous de voir ce qui vous convient. Puis on va inspirer. Alors, n'inspirez pas poumons complètement pleins, inspirez les poumons pleins aux trois quarts. Il faut un peu de liberté quand même, hein, qu'on ne soit pas congestionné vers le haut. Et vous contractez et poussez vers le ciel en même temps. Puis expirez quand c'est nécessaire. On va réinspirer. Poumon plein aux trois quarts. Contractez, poussez vers le ciel. Et vous relâchez. Une dernière fois, poumon plein. Et on relâche. On va détendre aussi le corps à l'instant avant de passer à la quatrième kriya. Alors, faites attention, prenez conscience de la quatrième kriya parce que tout à l'heure, on va l'utiliser pour faire expérience d'autres choses. Et vous allez voir les correspondances en termes techniques. Et du coup, ça va entrer dans votre, si ça n'existe pas déjà, pas encore, ça va entrer dans votre possibilité de faire des gammes. Hein, et donc de rendre votre pratique de Hatha Yoga plus intelligible. Alors, j'ai serré les jambes, les pieds, et puis là, alors ça va être poumon plein, trois quarts plein, pas trop, ça crée des tensions, hein, sinon
dans le haut du buste. Ça en crée déjà d'ailleurs à mon avis. Et on va creuser le ventre le plus qu'il est possible. Bien entendu, on ne pourra pas creuser plus que de nature, mais ce qui va se passer, ça va être intéressant. Alors, je remplis aux 3/4 et je creuse le ventre. Je vide. Alors, pour vider les poumons, ça je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, quand on a les poumons pleins, on peut reprendre une petite goulée d'air, puis expirer. Avant d'expirer. Pourquoi? C'est pour débloquer en fait. C'est plus facile de prendre une petite goulée d'air et puis de laisser ensuite aller l'expiration. Une deuxième fois. Inspire et expire plus longuement. Une dernière fois, donc je rappelle, poumon en 3/4 plein, puis je creuse le ventre le plus qu'il est possible. J'ai inspiré, puis expiré un peu plus longuement et je relâche le corps. Restez présent et présente au ventre, et puis aux sensations, bien sûr, d'une manière plus générale. Ces kriyas ont une action très forte sur le plexus solaire. Donc sur le système nerveux autonome, c'est-à-dire ceux qui régulent les rythmes notamment corporels. Et je fais rentrer, c'est pas moi qui le fais rentrer, c'est ce que j'ai appris, dans les rythmes corporels, il y a bien sûr la production d'hormones. De la même manière, la production d'hormones agit sur nos capacités à agir ou à nous apaiser. On pourrait dire qu'on touche du doigt avec ces exercices le concept, l'idée de ventre intelligent. Là, on est en plein dedans. On est en plein dans l'intelligence du ventre. Et donc, vous, moi, nous-mêmes, on a pris la décision d'agir sur l'intelligence du ventre, de permettre à l'intelligence du ventre de s'exprimer. Notre mental, notre ego, se met à ce moment-là un peu à l'écart, de côté, et puis en toute humilité, elle est là l'humilité, on laisse la place à cet autre qui est un autre soi-même, le ventre, on lui laisse la possibilité d'exprimer ce qu'il a exprimé, et qui est plus intelligent, nettement plus intelligent, dans ces circonstances-là, dans ce contexte-là, que ce qu'on pourrait exprimer avec la pensée et le mental. C'est une humilité au service de soi-même, en fait. C'est pas une humilité moralement déterminée, choisie. C'est pas moral comme affaire, c'est ça que je veux dire. J'ai des difficultés personnellement avec les a priori. Et là, on n'est pas dans un a priori, on est dans un fonctionnement. Je trouve ça plus efficace. On va pouvoir s'étirer, bâiller, soupirer. Et on va venir s'asseoir. Une grande séance allongée, c'est pas grave. Alors, on va reprendre en Vajrasana, cette pratique qu'on connaît avec les mains dans le ventre. Et voilà, alors c'est ça, je vous montre et je vous explique. On va 3 fois ouf, descendre comme ça en disant ouf, comme si on aboyait un petit peu. Et puis après, on va rester dans la posture avec les poings fermés dans le ventre. À ce moment-là, bien sûr, le diaphragme va pousser les viscères, mais les viscères auront beaucoup moins de place.
Et donc du coup, elles vont toutes être massées profondément. Ça peut faire mal au ventre, dans le sens que on va sentir des tensions dans le ventre. À ce moment-là, c'est que le ventre est congestionné. Le ventre est congestionné certainement depuis longtemps, et il est certainement congestionné par rapport à des stress mentaux. Cette histoire de ventre qui se contracte, vous savez, hein, dont j'ai parlé en début de séance. Et donc du coup, on peut décongestionner ça, j'en ai fait expérience. C'était douloureux au départ pour moi, et puis après, il y a un plaisir de voir les choses se libérer. Hein, vraiment, on libère le ventre. Alors ce que je pense, ma représentation de ça, c'est qu'il y a des enveloppes, vous savez les fascias, on parle de fascias, on commence à en entendre parler maintenant. Les fascias, donc les enveloppes qui entourent les organes et puis qui sont collées les unes avec les autres, qui se libèrent. Voyez, et puis il y a aussi toutes les tensions qu'on peut avoir certainement dans nos organes qui vont se libérer. Alors on y va ensemble si vous voulez bien. Alors dernière chose, oui, tout le monde ne peut pas se mettre en Vajrasana. Si vous ne pouvez pas vous mettre en Vajrasana, prenez une chaise, asseyez-vous sur une chaise, avec les pieds posés comme ça, un peu à l'équerre, hein, vous savez, les cuisses et les tibias à l'équerre, et puis les mains sur le ventre, et tac, là ce sera peut-être plus facile. Si ça y va toujours pas, si vous avez du mal à vous pencher, et ben vous prenez une couverture, que vous pliez, ben ça sera souple et agréable, vous posez la couverture sur les cuisses, les mains toujours sur le ventre, il va y avoir une épaisseur, et donc vous allez pouvoir vous baisser beaucoup moins, et ce sera efficace. Hein. C'est une petite chose qu'on peut aménager. Peut-être qu'à un moment donné, d'ailleurs, je ferai des petites séries courtes sur l'aménagement des postures. Alors, on y va ensemble, on a les poings fermés, sur le ventre, sur la partie molle, et puis on va inspirer ici. Ouf, et on regarde devant soi pour redresser le dos. Inspire. Ouf, une dernière fois. Ouf, et on y reste. On va respirer profondément, laisser tomber les coudes. Quand les coudes vont vers le sol, ça crée une pression plus importante dans les poings. On va serrer un peu le ventre, inspire. Et on remonte. Un petit temps de pause ici. Vajra Mudra, c'est le nom de la mudra. Alors mudra ça veut dire geste, hein. Kriya ça voulait dire action, là ça veut dire geste. Ça peut être avec les mains ou avec tout le corps. Alors cette mudra là, on va la reprendre, il y a une variante qui est intéressante. Alors la variante elle n'est pas compliquée, on la pratique ensemble. Vous fermez le poing gauche et vous allez enserrer le poing gauche dans la main droite. Puis vous posez tout l'avant-bras sur la partie molle du ventre. Et là, à ce moment-là, le poing gauche est au niveau du foie. Vous inspirez ici et expire, on descend. Ne soyez pas le poing sur les côtes, il faut que ce soit vraiment sur le ventre. Ça va masser plus profondément. On va remonter sur une inspiration. Alors, foie, côlon ascendant. On va pratiquer tout à l'heure côlon descendant. Et je pense bien qu'il doit y avoir la rate quelque par là. J'aurais dû vérifier et réviser avant la pratique. Alors, ce qu'on peut peut-être ressentir, c'est l'énergie qui circule dans le ventre ou qui se libère. Moi, je vous donne mon ressenti. Hein. Bien sûr, j'en fais une image, une représentation de ressenti. De l'énergie qui se libère dans le ventre à l'instant. J'ai pas toujours ce même ressenti à propos de l'énergie. Alors, mon ressenti, c'est comme quelque chose qui est diffus, comme qu'on a un goût dans la bouche. Vous allez voir pourquoi je parle de goût dans la bouche. Ça se diffuse. Voilà, donc il y a un point de départ, et puis ça se diffuse, tac, de ce côté-là. Et j'ai la sensation d'une fraîcheur. Une fraîcheur, vous savez, comme quand
j'en parle au passé, ont mâché un chewing-gum à la chlorophylle. Voilà. Il y avait une sensation de fraîcheur. C'est un peu la représentation que j'ai à l'instant de l'énergie qui se libère dans mon corps. Donc quelque chose de mentholé. Et j'ai souvent cette représentation-là. Hein. J'en ai deux, trois autres en plus. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'insiste? Alors c'est ma représentation bien entendu. C'est que vous pouvez repérer dans le corps des sensations qui vous appartiennent et qui vous disent tiens, là tu es en train de libérer de l'énergie. Certainement, certains d'entre vous, au lieu d'avoir une impression de fraîcheur et de mentholé, auront une impression de chaleur. Hein. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est en termes de représentation, apparemment complètement l'inverse. Mais peu importe la représentation symbolique, la représentation qu'on se fait dans la tête, le symbole qu'on en tire, ça fait référence à ce qu'on est soi, à son expérience. Ce qui est important, c'est d'avoir un outil, un moyen de comprendre ce qui se passe dans le corps, en termes énergétiques en l'occurrence. De l'autre côté, point droit fermé, main gauche qui en serre le point droit, l'avant-bras sur le ventre. Alors, on va essayer au maximum de ne pas être sur les côtes, hein, pour ne pas se faire mal. Inspire, expire, on descend. Inspire, on remonte. Alors, pour continuer à développer le champ de sa représentation à propos du ventre, on a vu dans les pratiques sur Manipura Chakra et puis sur vivre les chakras, cette respiration où on respire en Ujjayi dans la gorge, ça s'appelle Ujjayi d'ailleurs, et puis où le ventre gonfle et dégonfle. On a vu que c'était un moyen de pompe de l'énergie donc du périnée vers le nombril, puis du nombril vers le haut. Et peut-être qu'on a un instant une représentation, une sensation, pardon, de cette énergie qui va, s'étant développée, libérée dans le ventre, commence à remonter. Et donc une nouvelle représentation, je vais synthétiser ce que je dis, c'est un peu compliqué, mais quand on libère l'énergie dans le ventre, on lui donne l'opportunité d'aller ailleurs, et son objectif, si on peut dire, de l'énergie, c'est de remonter en fait. C'est de revenir à la source. Revenir à la source. Alors, autre exercice. Je vous avais demandé tout à l'heure, pendant la quatrième kriya, poumon plein en creusant le ventre, de prendre conscience de ce qui se passait. Donc il y avait le creux lombaire qui se collait au sol, puis la colonne vertébrale qui se redressait. On pouvait avoir des petites gênes, j'en avais moi, vers le haut. Donc il y avait une pression quand même qui s'exerçait vers le haut du buste. Et donc là, on va pratiquer la Triya Bandha ou Mahabandha. Le grand verrou énergétique, c'est-à-dire qu'on va serrer le périnée, on va creuser le ventre, on va laisser la poitrine se gonfler. Au dernier instant, on pratiquera Jalandhar Bandha en laissant tomber le menton sur la poitrine. C'est une manière de travailler sur Vishuddhi Chakra, ça aussi on l'a vu. Qu'est-ce qui m'intéresse dans la pratique, autre que travailler sur Vishuddhi Chakra, c'est Uddiyana Bandha, c'est-à-dire ce retrait abdominal qu'on a pratiqué avec la quatrième kriya, c'était la même chose. Pourquoi elle m'intéresse? Pour que vous preniez conscience de cette montée de la respiration, donc à partir du ventre, hein, je vous ai dit que le périnée, je considérais que c'était le ventre, jusqu'à ce niveau-là. Et vous allez voir que tout le corps va se placer lui-même, que la colonne vertébrale va s'ériger, se redresser, et à ce moment-là, on pourra pratiquer Jalandhar Bandha. Une petite expérience rapidement, parce que le temps passe. Alors, je vous donne des instructions, et puis vous pratiquez en fonction de ce que je vous dis. Vous allez commencer par serrer le périnée, vous inspirez, vous laissez remonter l'inspiration, vous creusez le ventre,
ça va redresser la poitrine, l'air s'emplit dans les poumons, et quand les poumons sont complètement pleins, vous laissez tomber le menton sur la poitrine. Pour défaire la posture, vous déferez le menton, vous inspirez une petite goulée, puis vous expirez, relâchez le ventre et relâchez le périnée. Vous le faites à votre rythme, bien entendu. Hein. Je donne le déroulé pour que vous puissiez le faire sans panique. On reprend une deuxième fois. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est ventre-poitrine. Hein. C'est cette interaction-là jusqu'au niveau des cervicales et du menton. Je serre le périnée, j'inspire, je rentre le ventre, je laisse la poitrine se gonfler. Et au dernier instant, le menton. J'inspire un petit peu et je relâche tous les verrous, tous les bandas. Alors on voit qu'il se passe quelque chose hein, au niveau du plexus solaire. La Uddiyana, c'est vraiment cette histoire-là de libérer le système nerveux autonome, mais aussi ce passage de l'énergie du ventre à la poitrine. Et donc cet apaisement du mental, là tout là-haut. Alors je montre le cerveau, mais je pense que le mental est plus large que ça. Hein. Ça va jusqu'au bout des doigts le mental. Hein. Mais voilà un ventre qui a été utilisé au mieux. Une dernière fois, je serre le périnée, je vais creuser le ventre. Creusez bien le ventre. Et on va relâcher. On défait la posture si on était resté en Vajrasana. On va croiser les chevilles. Main gauche sur le genou droit, main droite comme tenant un bol que je renverse à l'arrière. Je regarde de face. Donc conscience du ventre et du bas du dos, c'est eux qui vont tourner en premier dans la torsion. J'inspire ici. Expiration, je tire sur la main gauche. Tac, c'est le ventre et le bas du dos qui tournent. Je déplace un peu la main dans le dos, inspire. Expire deuxième, les épaules tournent. J'inspire. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule droite. Et je reviens. Prenez un petit temps de pause. Je mets une bûche ou deux parce que je me rends compte que le feu s'est éteint. Et puis on s'installe de l'autre côté. Alors on peut faire, là j'en profite pour recroiser de l'autre côté. Hein, comme ça on égalise la posture. La main droite sur le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol que je renverse à l'arrière, visage de face. J'inspire ici, expire, je vais tirer sur la main droite, je sens le bas du dos qui se met en torsion, la main gauche qui se déplace, inspire, expire, les épaules qui tournent, j'inspire ici, expire, je regarde par-dessus mon épaule gauche. Et je reviens. Tac. Alors, peut-être que, en faisant toujours nos gammes, hein, c'est l'histoire de cette petite séance-là, c'est pas d'avoir une séance complètement construite, c'est l'histoire vraiment de s'entraîner. Donc, en faisant les gammes, on a vu donc l'interaction ventre bas du dos, on a vu qu'il y avait des choses à libérer dans le ventre, on a vu que ça pouvait être aussi le périnée, on l'a pas trop vu ça, mais on l'a dit que ça pouvait être le périnée. Et puis on voit cette énergie qui remonte. Et là, dans la torsion par exemple, qu'on vient d'effectuer, on la voit bien cette interaction
via la colonne vertébrale bien entendu, mais aussi via la masse ou l'espace, ventre, poitrine, on sent que ça remonte, il y a quelque chose qui se passe. Il y a le passage de l'un à l'autre. On pourrait dire que la pratique du Hatha Yoga, c'est ce que ça nous permet. Le passage d'un état de matière à un état plus raffiné, plus subtil. Et puis cet état toujours de matière plus subtil, un état encore plus subtil. C'est la remontée de l'énergie. Et puis encore plus subtil, et encore plus subtil. Jusqu'à ce que la matière soit tellement subtile, tellement raffinée, au sens où on raffine par exemple quelque chose de chimique comme le pétrole, tellement raffinée que les choses s'évaporent. C'est une bonne image. Hein. Par exemple, on prend du raisin, puis on raffine, machin, ça devient de l'alcool, et puis les choses s'évaporent si on les laisse à l'air libre. Et quand les choses s'évaporent, eh bien, on a atteint l'objectif, si on peut dire. Alors, dernière pratique, Kapalabhati, et c'est assez cohérent cette affaire. Vous allez vous asseoir sur un coussin, en Siddha Asana ou Siddha Yoni Asana, ou en lotus si vous êtes à l'aise, ou en tailleur tout simplement. Voilà. On peut avoir, souvenez-vous, les jambes écartées, si on a des problèmes de genoux ou de cheville ou autre. Et puis, vous allez voir donc, que ça a du sens. Hein, c'est pas moi qui ai pensé à ce sens-là, je le découvre en même temps que vous. Je trouve ça assez extraordinaire, la logique inhérente à la pratique du Hatha Yoga et bien sûr pranayama, machin bidule, kriya, mudra, bandha. C'est que on va pratiquer Kapalabhati. Kapalabhati, ça veut dire lustrage, nettoyage du crâne. C'est-à-dire qu'on enlève la pensée, et certainement qu'il y a aussi un nettoyage qui se fait avec un afflux de sang. Le cerveau, il paraît qu'il se contracte et il prend de l'ampleur. Il se contracte avec l'inspire et il prend de l'ampleur avec l'expiration. Et là, on va accélérer ça. Donc, il y a un afflux de sang, il y a un nettoyage aussi qui se fait au plan sanguin. Alors, c'est pas compliqué, hein. Je vous réexplique. L'idée, c'est d'abord d'avoir le nez vide, parce qu'on va souffler très fort par le nez, donc il ne faudrait pas qu'il y ait de projection. J'avais prévu un petit mouchoir. Donc, voilà, c'est une contraction brutale avec le ventre, grosso modo le nombril, on ne va pas s'embêter, et puis une inspiration qui est plus lente, où je laisse le temps vraiment au ventre de se détendre complètement. Il faut qu'il se détende absolument complètement. Et puis, alors, on peut accélérer. Dans les écoles de yoga de professeurs, il y en a qui sont... Alors, on essaye de faire ça, et puis, moi je sais que j'ai du mal à aller aussi vite. Peut-être que j'ai raison. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment, je pense, laisser le ventre se décontracter. Bien sûr, si à un moment donné on a envie d'accélérer, on accélère, il n'y a pas de problème. Je vous propose, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais dans la vie courante, de ne pas pratiquer plus que 50 au départ, et puis après vous pouvez monter à 100, 150 contractions. D'ailleurs après, je pense qu'on ne compte plus au bout d'un moment, mais c'est pour avoir une idée. Hein, c'est une idée, il ne faut pas que ça soit un challenge. Hein, voilà. Pour pouvoir évaluer ce qu'on fait, si on reste dans l'agréable ou pas l'agréable. Et puis après, on va faire cette fameuse rétention poumon plein, avec les 3 bandas. Hein, d'accord? Alors on y va. Des petites séries de 10. Hein. Alors on n'est pas obligé de rester très longtemps. Hein. Le bruit que je le fais bien entendu pas avec la gorge, mais avec le nez. C'est avec le nez que ça produit du bruit. Hein. Si ça arrive parfois, le bruit s'installe dans la gorge, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Il faut tout de suite vous reprendre pour que le soit dans le nez, dans les narines. Et si vous n'y arrivez pas, vous arrêtez la pratique. Hein. Je rappelle que la pratique de pranayama doit être faite dans la plus grande détente qui soit. Il faut absolument installer le moins de contraction ou d'effort possible. C'est bien pour ça que pranayama, l'exercice du souffle, vient après asana, vient après la détente. Hein. Sinon, c'est tellement puissant le souffle que si je vais installer des contractions là, et ça va être vraiment très efficace pour installer des maux, des douleurs, là où je ne voulais pas. Hein. Ça va être super efficace. Donc, il faut vraiment que je sois vigilant à tout point de vue. Une deuxième fois.
va inspirer, donc en contractant le périnée, rétractant le ventre, laissons gonfler la poitrine, laissons venir le menton sur la poitrine. Voilà, j'ai tout relâché. Et là, j'ai produit un son non plus avec le nez, mais avec la gorge. Hein. On est toujours dans ce travail de pratique, donc on passe de l'un à l'autre. Pourquoi j'ai respiré en ujjayi, expiré en ujjayi, c'est pour allonger le souffle. Hein, pour que le souffle soit, l'expiration soit plus lente. Et voir si j'ai bien contrôlé mon inspiration et ma rétention pour mon plein. Une dernière fois, si vous voulez bien. Alors, on a pratiqué 10 et 10, grosso modo. On va pratiquer 20-25. Et puis faire un tout petit temps de pause pour voir si le mental est apaisé. Hein. C'est ça, Kapalabhati aussi. Voilà, je pensais à autre chose, du coup, je me suis trompé dans la pratique. Il faut relâcher d'abord le menton, puis le ventre, puis le périnée. Alors, vous pouvez rester dans cette méditation, peut-être provoquée par Kapalabhati et cette petite séance. Hier, je parlais des choses parfaites et imparfaites. Et bien voilà, une chose imparfaite dans la pratique du yoga, c'est sortir du moment présent, se projeter dans le futur. Donc je me projetais dans le futur, j'avais une pensée sur ce que j'allais faire après. Et donc du coup, j'étais plus dans le présent, plus à l'écoute de ce qu'il devait être fait. Alors, où est-ce que c'est parfait cette histoire? Parce que je reviens à cette forme de perfection, c'est d'en prendre conscience tout simplement. J'ai pas commis d'erreur. Euh, j'ai dévié ma trajectoire d'une pratique de conscience, le Hatha Yoga, et puis j'en ai pris conscience. Et en ayant pris conscience de ça, de cet écart, eh bien, je reviens dans la conscience. Donc les choses sont parfaites. On n'est plus dans la culpabilité, on n'est plus dans l'erreur, on n'est plus dans le reproche fait à soi-même, on n'est plus dans le jugement. C'est extraordinaire, hein, ça ne m'arrive pas tout le temps, mais quand ça se produit, on revient dans l'amour, pas de soi-même en tant qu'ego, mais de l'amour de ce qui nous constitue, en fait. Et nos erreurs de trajectoire nous constituent aussi. C'est assez joli, ça. Alors, on peut avoir une pensée pour le ventre. Et je crois, j'ai pris du poids hein, depuis un an, avec ces deux confinements, et puis cette époque très particulière. Et donc je me suis rempli, comme peut-être beaucoup de gens, peut-être pas vous, mais moi oui. Et je pense maintenant le ventre, hein, après cette séance. Et comment je pense mon ventre? Mon ventre à moi, hein, pas le vôtre, hein, le mien. Mais je vous fais partager, peut-être que ça aura un écho en vous. Eh bien, je pense mon ventre comme tout un éventail de possibilités. Pour avoir été très maigre dans ma jeunesse, je sais que quand mon ventre était très plat, je pouvais faire plein de choses. D'ailleurs, les Uddiyana Bandha, je le faisais naturellement. Les rétroactions abdominales, je le faisais tout le temps quand j'étais enfant. Et c'était un jeu pour moi. Et donc du coup, cet estomac plein, cette graisse abdominale, et elle est conséquente aujourd'hui, m'empêche d'épanouir mon ventre en fait. C'est pas un ventre épanoui, replé comme on disait, c'est un ventre épanoui dans ses possibilités d'action, kriya, action.
dans son champ d'action. Et je sais que le fait que mon ventre soit plus volumineux réduit la possibilité d'action et de réjouissance du ventre en fait. Hein, si je pense le ventre comme un être à part de moi, mais qui fait corps avec moi. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne pense pas faire un régime, mais en revanche, j'ai envie de redonner à ce ventre toute sa possibilité d'être. Bien sûr, manger, qu'est-ce que c'est agréable de manger quelque chose de savoureux, de se sentir rempli d'une chose savoureuse. Mais c'est juste une part des choses. Il ne faut pas que cette part des choses empiète sur le reste. Et je pense qu'avoir conscience de ça, c'est le travail qu'on effectue, et c'était la demande qui m'était faite. Comment perdre du ventre, c'est à peu près la question. Et donc la démarche de Hatha Yoga, c'est ça, c'est prendre conscience. C'est pas dire je vais faire un régime machin bidule, c'est plutôt en amour, quoi. En amour de ce ventre qui est pour l'instant limité. Il fait ce qu'il peut, ce ventre. Hein. Il s'est bien mis au service de mon mental, hein, et je le remercie. Et puis maintenant, peut-être que mon mental, par une pensée plus construite, peut lui rendre l'appareil, lui permettre de retrouver tout son champ d'action. Voilà. Et donc du coup, ça fera aussi du bien à mon mental, qui aura moins ce réflexe de remplissage. On est un peu comme un animal domestique quand on se remplit. Donc je vous remercie, portez-vous bien, et puis on est mardi, à jeudi. Plein de bonnes choses à vous, et bon appétit. Portez-vous bien.